Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour le webinaire GigaReach pour des infrastructures étendues. Merci à Azen pour l'organisation de l'événement et toute l'organisation du showroom d'aujourd'hui. Merci à vous, merci aux partenaires intégrateurs d'avoir rejoint. Nous allons donc aujourd'hui présenter le GigaReach. Je suis Alaïdine Ayaoui, système ingénieur de Comscope dans les France, donc vers la partie ensemble du territoire. Et comme je disais aujourd'hui, la partie Rich. On va présenter aujourd'hui du coup la solution GigaReach XL, le Systimax de Comscope. C'est une solution qui s'inscrit suite à la demande de plusieurs clients finaux en termes de captage structuré, d'alimentation au PoE sur des portées plus étendues que 100 mètres. L'idée ici est d'éviter des installations type PoE injecteur pour essayer d'étendre de 100 mètres la capacité de communication, aussi d'alimentation électrique, et d'éviter de rajouter des équipements actifs dans un réseau qui permettrait de le rendre beaucoup plus fiable. L'idée aussi est d'éviter toute installation, toute création de nouvelles salles télécom à proximité de l'IoT afin de permettre d'alimenter et de collecter la data depuis l'IoT à proximité. Ça va nous permettre du coup de réduire drastiquement sera CAPEX OPEX, c'est-à-dire budget d'installation et budget de maintenance. Ça permettra aussi de monitorer la puissance électrique de chaque IoT et bien sûr de la compter. L'idée ici étant, comme je dis, tout ce qui sera maintenance CVC, etc. dans ce nouvel bien sûr d'éviter de perdre un jour le PO extender et de perdre du coup l'alimentation de la caméra ainsi que la supervision. Avec le GigaReach XL, du coup, on aura la possibilité d'alimenter tout device IoT sur une distance de 250 mètres avec une puissance électrique de 90 watts, en ayant une bande passante d'1 gigabit par seconde sur 150 mètres, 100 mégabits par seconde sur 200 mètres, 10 mégabits sur 250 mètres. Il sera pratique, par exemple, à partir de 200 mètres, ici, on pourra aller 1 mégabit par seconde. Si bien sûr, on aura toujours une alimentation électrique de 4 watts, un raccordement d'une borne Wi-Fi à 150 mètres, le temps de passante, l'alimentation de la connexion à 10 mégabits par seconde sur 250 mètres. Bien sûr, toute installation de GigaReach réalisée par un partenaire certifié sera garantie 25 ans et permettra du coup d'avoir une assistance en cas de panne. Petit préambule aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en chat. On prendra une quinzaine, vingtaine de minutes à la fin de cette petite heure. Est-ce qu'on m'entend bien? Parfait. Du coup, je disais, on prendra bien sûr 15 minutes à la fin pour le question-réponse et on va bien sûr prendre le temps d'y répondre. Voilà. C'est un peu mieux, David? Signe David, dès qu'on est là. Parfait, ça marche. Donc, je reprends, comme on disait, donc les performances du câble sont telles que ceci. Bien sûr, en préambule, comme je disais, on prendra 15 minutes à la fin pour les questions-réponses. Comme je disais, du coup, je reprends, je pense qu'on ne m'entendait pas très bien. Du coup, on aura la possibilité d'alimenter les devices sur une distance de 250 mètres sur 90 watts pour une alimentation électrique de 90 watts, tout en ayant une bande passante de 10 mégabits par seconde à 250 mètres, 100 mégabits par seconde à 100 mètres et 1 gigabit par seconde à 150 mètres. On va passer ensuite aux caractéristiques techniques du câble.
Donc, c'est un câble qui répond à toutes les caractéristiques des ISO catégorie 6. C'est un câble UTP. Comme vous pouvez le voir, on est ici sur une jauge 21, ce qui est différent de la jauge 23 qu'on peut voir plus communément en catégorie 6. On a ici épaissi légèrement la section de conducteur afin de permettre une conductivité et de conserver une tension forte sur une plus longue distance, qui va permettre d'amener le courant du coup sur une plus longue distance. Et bien sûr, pour éviter tout ce qui sera interférence électrique et interférence de champs électromagnétiques, nous avons incorporé dans ce câble du coup un polymère qui va venir, ce qui est un tout nouveau type de ségrégation à l'intérieur des câbles RJ45. C'est un polymère qui va venir s'insérer entre les deux conducteurs d'une même paire, ce qui sort un peu de ce qu'on fait conventionnellement, qui est de séparer les paires entre elles ou de blinder le câble afin d'éviter les interférences entre câbles. Ici, on va s'attaquer directement à ce qui est le next effect et le fixed effect, donc l'interférence proche et lointaine, afin de garder une bande passante plus que suffisante pour les applications IoT en général, donc caméra, MQTT, protocole VAX, etc. Et de fournir une alimentation électrique PoE suffisante, allant du coup répondant au standard 802.3 BT, qui sont aujourd'hui les derniers standards qui fournissent le plus de puissance en vigueur. Ce câble existe bien sûr en version LSZH et outdoor. Dans les versions LSZH, on aura du coup une version B2CA, CCA et DCA. Pour la version outdoor, qui elle est avec gel, on aura du coup ici une gaine en PE avec du gel tout au long du câble afin de permettre de maintenir la torsade tout au long du tirage de câble et d'éviter des torsades au moment du tirage de câble lorsque le câble sera tiré en VRD. Le diamètre extérieur reste très commun à ce qu'on peut voir en RJ45, c'est-à-dire qu'on aura un diamètre plutôt standard de 6,6 mm, malgré que les conducteurs soient plus épais. Et la connectivité vers les équipements actifs depuis les liens permanents GigaReach se fera via les cordons Gigaspeed XL de la gamme catégorie 6 SistiMax. Comme je le disais plus tôt, bien sûr, la chaîne de liaison sera garantie 25 ans lorsque l'installation est réalisée par un partenaire certifié. L'idée est de garantir l'applicatif, donc sur les 3 applications qu'on connaît, les 10 base T, 100 base T et 1000 base T, pour les 3 bandes passantes que nous avons vues plus tôt. On va passer sur la partie accessoires. Donc, comme vous le savez, depuis 2 années maintenant, la nouvelle réglementation Euroclass du coup, oblige à ce qu'on ERP les jaquettes et les gaines de câbles installés soient au minima CCA. Pour certains ERP, ce sera sur du B2CA. Et le GigaReach automatiquement va induire du coup une connectivité allant des salles de télécom vers de la VRD extérieure, vers des équipements extérieurs. On aura du coup 2 environnements pour un seul et même lien. L'idée ici, avec le CCA, le C-Link Connector Assembly, c'est, si je vulgarise un peu le trait, c'est un peu comme une boîte de jonction pour RJ45, où on aura une platine centrale à double face, où on aura un code couleur pour raccorder un câble RJ45 d'un côté, un autre code couleur juste en dessous, et ce qui va faire la continuité entre les 2 câbles. Ce qui va me permettre d'avoir un câble extérieur arrivant jusqu'à mon CCA, qui va ensuite passer sur un câble intérieur, type CCA ou B2CA, en fonction du type de RP. Si nous ne sommes pas en ERP, bien sûr, on pourra toujours utiliser les câbles DCA. Pour la partie plug, donc on aura, de par le fait que les conducteurs sont spécifiques et légèrement plus épais que ce qu'on peut voir en catégorie 6 standard, l'idée est d'avoir un conducteur adapté, mais qu'on pourra étanchifier. Comme on peut le voir juste ici, donc on aura la possibilité de sceller le gel venant de la version extérieure avec un kit qu'on voit légèrement à l'intérieur du plug. Et bien sûr, on a un scellant associé au plug GigaReach qui va permettre de le rendre étanche, ce qui est souvent aussi le cas des caméras installées en extérieur. Donc, ça permet d'avoir une installation full IP67, ce qui est plus qu'appréciable dans un milieu humide. Bien sûr, le câble GigaReach XL faisant partie de la gamme SistiMax, il convient de le raccorder sur les prises MGS 400 ou 600. La MGS 400 étant la prise 4.6 et la MGS 600 la prise 4.6A, qui s'installe bien sûr dans la gamme de panneaux Gigaspeed XL. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Nous allons voir ici quelques exemples de configuration où on va avoir
le raccordement d'un lien 1 gigabit en premier lieu. Donc ici, on va avoir une distance maximale de 150 mètres, incorporant les cordons, où je vais partir d'un point de consolidation vers un CCA, donc d'une MGS 400 vers une CCA à 146 mètres. Ici, je serai en version outdoor et indoor, en fonction d'où je place le CCA, avec un cordon qui va venir finir sur la caméra. Et côté switch, bien sûr, en patch cord entre le point de consolidation et le port du switch. Pour la partie 1 gigabit, ici, on voit que le CCA a été mis à l'intérieur. Il faut savoir qu'on a une tolérance de 5 mètres pour tout ce qui est gain extérieur pénétrant un bâtiment. On aura du coup la grosse partie du lien de consolidation qui sera en outside plant, en OSP, se raccordant directement sur la caméra via plug qu'on a présenté plus tôt. Et depuis le CCA jusqu'au switch, on partira du coup sur une autre partie de point de consolidation vers une MGS 400 et un patch cord finissant jusqu'au switch. Ici, comme nous sommes sur une configuration 10 mégabits par seconde, le lien total fait une longueur, une distance totale de 250 mètres. Le GigaReach XL étant déjà incorporé dans les appareils de test Fluke, grâce à notre grand partenariat historique avec l'entreprise Fluke sur la partie RJ45 comme sur la partie fibre, on aura du coup la possibilité de tester et de fournir des certificats de test sur des liens GigaReach, tout simplement en modifiant les paramètres des ISO que nous utilisons en croisé et en droit habituellement, donc l'ISO 11801. On va passer ensuite en partie custom et on retrouvera du coup ici sur le Fluke DSX 8000 ou 5000, je dis bien ici on a pris l'exemple du 8000, mais c'est aussi disponible sur le DSX 5000, on aura la possibilité de certifier des channels en 1 gigabit, 10 mégabits ou 100 mégabits, ainsi que des PL qui seront les liens permanents, donc uniquement la rocade, noyau RJ, câble vers noyau RJ. Et ensuite, on aura les MPTL qui seront les points de consolidation qui vont nous permettre de tester une rocade où on aura un plug d'un côté et un noyau RJ45 de l'autre côté. Bien sûr, le test fonctionnera de manière à mesurer la distance globale du lien en fonction du média sélectionné et certifiera ou non si la distance globale est conforme à ce qui est réglementairement dans la garantie GigaReach imposée. Et pour la partie channel, bien sûr, là, on aura la possibilité de tester la globalité de la distance. Donc, il faudra prendre en compte les valeurs next, fext, les pertes d'insertion, etc., comme sur un lien RJ45 standard. Bien sûr, le Fluke, lorsqu'il détectera quelque chose de non normal et une anomalie d'un point de vue terminaison, interférence ou coupure, il le mentionnera. Mais même si toutes ces valeurs sont bonnes, au-delà de 150 mètres, par exemple, pour un lien 1 gigabit par seconde, le Fluke ne mettra pas de passe, même si les autres valeurs de communication sont plus que bonnes. Et ceci est identique pour tous les autres types de tests, donc pour 10 mégabits et 100 mégabits. Nous allons ensuite passer sur la partie FiberReach. Je sais qu'on avait présenté le webinaire comme étant pour GigaReach, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on a un portfolio de solutions étendues qui s'élargit de plus en plus. L'idée ici est de faire ce qu'on ne pourra pas faire avec un GigaReach, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller au-delà des 250 mètres et fournir une solution qui va nous permettre d'aller jusqu'à une distance, une alimentation en PoE, jusqu'à une distance de 4600 mètres. Mais nous y reviendrons. Cette solution, bien sûr, part du même postulat. L'idée est d'aller plus loin que les 100 mètres standards, mais sur des distances encore plus loin que celles du GigaReach, en fournissant toujours une bande passante de 1 gigabit par seconde, peu importe la distance. Donc, cette solution est une solution hybride. Comme la solution GigaReach étant une solution à 100% passive, ici, sur une solution, on aura une partie active et une hybridation de câbles entre du cuivre et de la fibre. La solution, du coup, côté rack informatique, se compose d'une boîte d'épaisseur qui sera composée d'une partie fibre, d'une partie cuivre. La partie fibre sera, du coup, moi, patcher mon switch vers mon patch panel fibre, souder ma cassette fibre vers la partie fibre de cette boîte d'épaisseur. Et ensuite, je vais venir depuis l'alimentation électrique ci-dessous et l'onduleur, alimenter deux câbles qui vont venir se raccorder sur la partie électrique de cette même boîte d'épaisseur. L'idée ici est de faire venir du coup la data et la puissance électrique PO dont on aura nécessaire à cette boîte d'épaisseur-là
Voilà ce à quoi ressemble l'UPS ainsi que le module d'alimentation. Il faut savoir que ces équipements-là permettent d'alimenter jusqu'à 32 devices. Pour la version 1U, où on aura l'alimentation électrique et l'onduleur incorporés sur un seul U, on sera sur 16 devices. L'idée étant de maximiser la capacité de cette infrastructure afin qu'on ne prenne pas beaucoup d'espace dans les racks informatiques. Ensuite, depuis ma boîte d'épissure, je vais raccorder côté rack un câble qu'on dit câble plat, qui se compose de 2 conducteurs adjacents d'une fibre centrale. Les 2 conducteurs peuvent être d'une jauge de 16 ou de 12. Et la fibre peut se composer de 2, 4 ou 12 fibres. Pour une question de redondance, si on n'a pas envie de réaliser un tirage de câble en cas de soudure qui s'use ou autre, suite à des connexions de pigtail. L'idée étant de fournir une continuité de signal fibre via la fibre centrale et d'apporter l'électricité à ce dernier élément de l'infrastructure qui est le PO Extender. Cet équipement opère à des températures de moins 20 degrés à plus de 70 degrés. L'idée étant d'éviter tout désagrément qu'on puisse connaître avec des PO injecteurs standards. Et bien sûr, il est IP67. Comme vous le voyez, on a 3 pressés-toups de percussion. Donc, on en a un légèrement plus petit à droite. Celui-là sera pour la percussion du câble plat. Les 2 conducteurs de ce câble plat vont venir alimenter une carte à l'intérieur de ce PO Extender-là, qui vont fournir en sortie l'énergie PoE qui ira aux caméras. Pour la partie fibre optique, je vais souder du coup à l'intérieur de mon PO Extender une pigtail qui va se raccorder sur deux ports SFP, où là je vais injecter du coup, si je suis en multimode, des SFP multimode, si je suis en single mode, des SFP 1 giga single mode, qui vont me permettre du coup de collecter la data depuis mon switch. Ces SFP-là vont convertir le signal logiquement de fibre en cuivre et fournir ceci sur un port RJ45 à l'intérieur du PO Extender. L'idée ensuite est de brancher un cordon directement sur ce port-là et de ressortir du PO Extender depuis les 2 pressés-toups de gauche. Vous l'aurez compris, on aura la possibilité d'alimenter 2 caméras ou 2 équipements avec un seul PO Extender. Comme vous le voyez, on a bien sûr une puissance de 60 watts sur certains modèles, une puissance de 90 watts sur d'autres. Il faut savoir que lorsqu'on sort du coup avec 2 cordons depuis le PO Extender, on divise la capacité électrique par 2. Si on va vouloir aller jusqu'à 90 watts sur une seule liaison, il faudra bien comprendre que ce sera pour un seul device. Cette solution s'inscrit dans la complémentarité des solutions à portée étendue. Donc, j'aurai mon catégorie 6 pour réaliser tout ce qui sera 1 giga et en dessous sur une distance de 100 mètres. Mon 6A pour réaliser tout ce qui sera multi-giga, donc de 1 giga à 10 giga sur 100 mètres. J'aurai la capacité, avec les performances qu'on avait vues du GigaReach précédemment, d'alimenter à 90 watts et avoir une bande passante de 10 mégabits, 100 mégabits et 1 gigabit sur des distances de 250, 200 mètres et de 150 mètres. Et le FiberReach va venir compléter ce portfolio-là en permettant de raccorder, de raccorder électriquement et de collecter la data depuis les devices sur une distance bien plus longue. On va voir donc ici, contrairement au GigaReach, au lieu d'avoir un dégradé de bande passante avec une alimentation électrique qui reste de 90 watts sur 250 mètres, ici j'aurai un dégradé de puissance électrique. Donc je vais toujours avoir la possibilité de collecter la data à 1 gigabit par seconde, mais voilà le dégradé dont je vous parlais plus tôt. Donc, par rapport à une alimentation électrique de 90 watts, avec le FiberReach, je pourrais quand même rajouter une surperformance de 100 mètres. Donc, je pourrais aller alimenter un device de 90 watts sur 100 mètres de plus, tout en, bien sûr, ici, gardant cette bande passante de 1 gigabit par seconde. J'aurai la possibilité d'avoir, du coup, 60 watts sur 880 mètres, ce qui sera idéal pour alimenter 2 caméras PTZ qui seront 720p, par exemple, et qui seront sur le même mât. Donc, j'aurai un seul PO Extender, un seul câble à tirer. Donc, au lieu de passer par des designs qui sont jusqu'ici, que je dirais un peu laborieux, de tirer une alimentation électrique, raccorder un transfo, abaisser la tension à 48, alimenter un switch ensuite qui va venir alimenter mon device.
ce qui me rajoute 2 tirages de câble, une installation électrique, un raccordement de switch, qui rajoute du coup aussi des équipements actifs dans mon lien. Donc, plein de points de faille qui pourraient détériorer l'accès à cet IoT-là et en fonction des températures et autres, faire varier la performance du lien. L'idée est d'éviter tout ça avec le FiberReach. On réalise un seul tirage de câble, aucune transformation n'est nécessaire, un support sur le mât et un raccordement de RJ45 via cordon. Donc rien à terminer, mis à part la soudure de la pigtail à l'intérieur du PO Extender. J'aurai aussi la possibilité, du coup, sur 1800 mètres, d'alimenter un device à 30 watts, ce qui me permettra, pareil, à 1800 mètres, d'alimenter une caméra depuis une seule et même salle de télécom. Ce que ça veut principalement dire, c'est que souvent, on aura besoin d'une source ondulée pour ce genre d'installation. Ici, on va pouvoir centraliser les sources ondulées autour de mon rack informatique. L'alimentation électrique dont on parlait plus tôt étant double alimentée, on pourra raccorder 2 PDU venant de 2 voies électriques du bâtiment différentes sur le module d'alimentation et l'UPS, et qui me permettra du coup d'assurer une continuité de service électrique. Et pour la partie switch, de raccorder du coup ma fibre optique qui alimentera en data mon PO Extender. On aura la possibilité d'alimenter aussi des devices de 15,4 watts sur une distance de 3000 mètres. Et pour la partie ONT, OLT et TAS Cells, on aura la possibilité d'alimenter des UAP sur 4600 mètres à 7 watts. Voilà quelques photos de déploiement réel sur à quoi pourrait ressembler la solution lorsqu'elle est installée côté mât. Donc ici, on sera plus côté coffret ou mât. La solution peut aussi être utilisée pour d'autres utilisations que les caméras, bien sûr. Ici, on aura du coup sur cette partie-là, ici, le PO Extender en version trapézique. Et du coup, j'aurai la percussion de mon câble plat par le bas, la sortie de mes cordons par le haut. Donc, je vais venir alimenter électriquement ma carte à l'intérieur, connecter ma pigtail, connecter mes conducteurs, injecter ma puissance électrique et aller sortir par le dessus avec un cordon. Si on est sur un coffret connecté à une VRD, donc on peut repartir en VRD et repartir vers un mât directement. Il faut savoir que, bien sûr, le PO Extender fait office fait aussi de répétition de signal. Donc, on aura une distance de 100 mètres maximum depuis l'injection du PO Extender. Sur la droite, ici, on aura du coup une photo du cas de figure où on parlait plus tôt, où on aura un PO Extender qui va alimenter 2 devices. On peut voir ici légèrement le câble plat pénétré à l'intérieur du PO Extender à droite et les 2 cordons sortant vers les caméras juste ici. Pour la partie rack, donc j'aurai ici, tout en haut de rack, ma boîte d'épissure. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai sur la partie arrière de cette boîte d'épissure, j'aurai la percussion ici de mon câble venant de mon switch. Donc, je vais interconnecter une cassette et ensuite raccorder sur la partie fibre de cette boîte d'épissure. Et depuis mes modules d'alimentation qui sont ci-dessus, je raccorde directement la partie électrique sur la droite de la boîte d'épissure. À l'intérieur de celle-ci, je vais venir connecter mon câble plat aux 2 médias et ressortir en VRD. On aura juste en dessous, ici, donc les modules d'alimentation ainsi que le module d'UPS. Comme vous pouvez le voir, c'est les modules évolutifs. C'est quelque chose qu'on peut prévoir pour 32 devices à l'initial, puis faire évoluer petit à petit en injectant des modules qui sont juste là. Donc, on en a un en live ici, et ici les blancs modules, donc juste pour boucher les entrées non utilisées. Et la solution existe aussi, comme je le disais plus tôt, en 1U. Donc, si on n'a pas un besoin de 32 devices dans une zone, qu'on souhaite le limiter à 16, ou tout simplement qu'on souhaite une redondance entre deux infrastructures différentes, on peut passer sur la version concentrée. Comme vous pouvez le voir, côté rack, ça ne prendra pas plus que 4 U au maximum, et ça permettra, comme je disais, d'alimenter plusieurs devices. On a la connectivité du coup qui vient ci-dessous sur les M4800, les modules du coup 48 ports RJ45 sur un U. Et on a aussi ici d'autres types de boîtes d'épissure. Il existe différents modèles. David, est-ce qu'on a des questions par hasard? N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on y répondra avec grand plaisir. Attends, je vais la lire au micro. Je t'en prie.
On a une question qui est: est-ce un câble cuivre outdoor ayant une certification anti-feu? Si on parle des certifications CR1, si c'est bien ça, si on peut confirmer, si on parle des certifications CR1, ce câble-là n'est pas disponible en version CR1 pour l'instant. Il est uniquement disponible, comme je disais plus tôt, en gaine DCA, CCA et B2CA. Et bien sûr, la version outdoor qui est en gaine PE pour résister aux UV et aux pénétrations d'eau, bien sûr. J'espère que j'ai répondu à votre question. Dans le Final Reach, savez-vous ce qu'il en est pour le tirage en fourreau IBLO? Pour le tirage en fourreau, la gaine étant aussi PE et la structure étant faite pour résister à une grande force de traction, je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. Après, je ne connais pas, pour être honnête, la gaine. Je ne sais pas s'il y a des spécificités sur cette gaine IBLO. Pour la partie tension, les modules d'alimentation sont alimentés en 48 à 57 watts. Oui, continue. Bien sûr, on est en DC. Pour les BLO, on va se renseigner. Pour les BLO, on se renseignera et on reviendra vers vous, bien sûr. Avec plaisir. FiberReach, il est blindé. C'est une technologie non blindée. Aujourd'hui, c'est une technologie non blindée, mais la structure du câble fait qu'il est très robuste. Quand on le tient en main, on le sent vraiment. C'est vraiment des gaines type qu'on peut voir, par exemple, sur des fibres outdoor, extérieures. Et la structure du cuivre étant assez épaisse, ça le rigidifie très bien et ça le rend très praticable en VRD. Honnêtement, on n'a aucun cas de problème d'infiltration ou de gaines blessées ou autres lors de déploiement jusqu'ici. Et pour ne pas les citer, on a pas mal de références dans des hôpitaux du sud de la France, dans des aéroports où on a une VRD qui est très dense, qui est très chargée, où on a beaucoup de voisinage de câbles, etc. Et on n'a eu aucun problème constaté, ni sur la partie fibre, ni sur la partie électrique. Donc, le blindage du câble lui-même, d'un point de vue R&D aujourd'hui, n'est pas quelque chose de réel. Au niveau du rayon de courbure, on est à quelque chose sur ce qu'on peut voir sur une fibre optique, parce qu'il faut prendre en compte que c'est vraiment la fibre optique qui est à l'intérieur qui sera du coup la chose la plus fragile parmi les trois câbles. Non, il parlait c'est ça. Et du coup, il faudra prendre en compte le rayon de courbure de la fibre. Et ça dépend de quelle fibre vous choisissez. Si vous êtes sur de la multimode, si vous êtes sur de l'OS2, c'est quelque chose qui est préconisé directement sur la fiche technique du câble. Comme je l'ai montré plus tôt, ce câble-là, d'un point de vue capacité fibre optique, on aura de l'OM3 comme de l'OS2. Et du coup, on aura des rayons de courbure divers et surtout, on aura des quantités de fibres à l'intérieur qui ne sont pas les mêmes. C'est vraiment spécifique au type de fibre qu'on besoin. Typiquement, on a des clients qui, eux, souhaitent tirer plusieurs fibres pour si, au cas où, suite à plusieurs déconnexions, connexions, la pictelle est plus fonctionnelle, souhaitent avoir la possibilité d'avoir une autre fibre qui puisse casser la première, passer sur une autre ou ressouder la première plus bas. Et pouvoir réaliser, du coup, si un jour le besoin s'en faire sentir, une soudure sur les fibres redondantes. Côté rack informatique, il y aura juste à faire la même chose. Bien sûr, le code couleur est tel qu'on le connaît partout sur ce code-là. Et pour les fibres de moins de 12, les capacités de moins de 12 fibres, on aura un code spécifique pour mentionner quelle fibre et correspond à quel numéro. D'autres questions peut-être? Si on n'a pas d'autres questions, on va mettre fin au webinaire. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont été présentes, Alaïdine pour la présentation qu'il a fait. Comme le disait Ala, l'ensemble des solutions cuivre sont aujourd'hui disponibles en stock et donc peuvent être rapidement faire l'objet d'essais si vous avez des cas concrets ou souhaitez tester ce que le produit met en avant. Et bien sûr, toutes les équipes d'AZ Connect sont disponibles afin de pouvoir répondre à votre demande. Merci beaucoup pour votre écoute et merci d'avoir assisté au webinaire. Si toutefois vous avez des questions qui vous viennent après le webinaire, je laisserai mes coordonnées et les coordonnées de David, bien sûr,
qu'on vous répondra avec plaisir. Et comme le disait David, bien sûr, s'il y a des cas pratiques ou des POC à réaliser, n'hésitez pas à revenir vers nous, ce sera avec plaisir qu'on vous assistera. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à vous, l'équipe. Merci beaucoup.